Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 7 janvier 2023. On se retrouve avec un BTC très proche des 17 000 $, léger positif sur les dernières 24 heures. Ethereum 1266 $ également en positif, plus 2% pour le Dogecoin, 3% pour Polygon, quasi 4% pour LTC, Litecoin à 76 $, qui regarde droit vers les 100 $, je pense, pour ce début d'année 2023. On a 3% également pour Tron, Uniswap, 2,66, 2,89 pour Atom Cosmos et Chainlink. On a toujours Ethereum classique qui pousse plus 10% sur 24 heures, 4% pour Stellar, et enfin en clôture le tableau avec le CRO de Crypto.com qui y re-rentre 0.06 et il a envie. En ce moment on a une petite configuration en double creux, à voir ce que ça pourrait donner pour le moment, et on a Quant avec le QMT à plus 3% sur les dernières 24 heures, et on se posait pas mal de questions sur le devenir de UOB sur ces dernières 48 heures, puisque il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer de ce côté-là. Alors est-ce que UOB à ce jour a encore un poids conséquent au niveau du marché crypto? Je pose ça là, mais personnellement ça ne m'inquiète pas outre mesure. En tout cas, au niveau de la médiane de range que nous sommes en train de travailler autour de 17 000 $, je suis désormais quasi persuadé, avec ce léger regain d'open interest, alors il nous faudrait franchir là aussi une certaine médiane qu'on n'a pas encore reprise, on n'a pas encore de retour, notamment au niveau de la volatilité qui s'est faite, mais je pense que sur ce mois de janvier, on pourrait venir chercher les 18 000 $, et là on va commencer à voir un peu comment ça se déroule pour la suite. En tout cas, on est toujours complètement flat sur un point de volatilité historiquement bas et probablement jamais atteint pour le marché crypto, même en 2018. Je crois qu'il faut retourner à 2011 pour voir un aplat tel. Donc vous voyez que globalement, on n'est plus très loin, je pense, d'un mouvement d'ampleur, et en espérant qu'il se déroule bien évidemment à la hausse, puisque pour beaucoup, on n'a toujours pas fait le point bas qui pourrait se trouver entre 10 et 12 000 $. Crypto Fear and Greed 25, le market order flow ce samedi 9h15 que j'enregistre l'émission, plutôt sur un achat, mais on voit que ça bétonne de part et d'autre justement sur la zone élargie des 17 000 $. La map de liquidité qui n'a toujours pas bougé, et au sud on est autour de 15 500, ensuite on est 14 000, 13 800, puis 12 500. Au nord il faudrait venir chercher entre 18 et 18 K5, puis on part en direction des 21 000, 23, 24, 25, 26, et pour terminer entre 28 et 29. Donc en gros tous les 2000 $ au nord qui nous sépareront d'une target compteront plus tard des 30 000 $. Glassnode avec le mois de décembre qui a été historiquement quiet, silencieux. Le prix réalisé sur un mois est là aussi historiquement bas, puisque on a énormément de personnes qui sont en perte par rapport aux achats qu'ils ont produits sur le marché crypto, que ça soit Bitcoin et encore plus du côté des altcoins. Donc c'est vrai que là aussi, quand on regarde ce qui s'est déroulé sur les 3 derniers grands cycles, on est sur une zone de bottom long terme. Mais est-ce qu'on a déjà touché ce point bas à 15 500? Est-ce que nous n'irions pas autour de 13 500, 13 800 dans un premier temps, et peut-être 10, 12 000 si on avait un catalyseur baissier? C'est là finalement que va être toute la grande question pour ce premier trimestre 2023. Toujours sur le realized loss, donc ici sur les pertes, on est au plus bas. On n'avait pas atteint un prix aussi bas en termes de drawdown par rapport aux personnes qui possèdent des BTC depuis entre 2011 et 2012. On a dépassé même le bear market de 2018-2019 et allègrement le point bas ici de 2014-2015. Donc globalement en ce moment, je suppose qu'il y a très peu de personnes qui sont enclins à vendre leurs précieux BTC. Avec Goku, le gouvernement américain lance une enquête sur Digital Currency Group, société mère de Coindesk, Grayscale et Genesis. Les enquêtes semblent spécifiquement axées sur l'interaction financière entre Genesis et DGC, et on avait notamment ces derniers jours les frères Winklevoss qui avaient fait une sortie par rapport à Gemini en particulier, comme quoi DGC devait pas mal d'argent encore à divers créanciers dont eux. Selon Decentrader, donc le CRO qui est en train de nous former quelque chose de plutôt cool, et on regardera ça dans un instant d'un point de vue de l'analyse technique, avec effectivement un double creux qui s'est constitué. Je reviens pas sur le passage télévisé de notre cher eurodéputé qui vient une fois de plus nous expliquer que les clés privées sont une régression historique et idéologique, donc on ne peut pas détenir son propre argent, devenir sa propre banque, sinon ça pose un problème profond apparemment au système. Alors d'un autre côté, on peut comprendre le côté, on va dire, pour protéger l'utilisateur final, mais à ce jour, quand on voit que ne serait-ce que pour retirer 1000 € en banque ou même à un distributeur ou à un guichet, il faut probablement en France demander l'autorisation, parfois commander l'argent, repasser plus tard
3 jours, 5 jours, 7 jours, 10 jours plus tard. On en est à un stade où c'est très très compliqué au niveau de l'argent. Je suppose aussi que ça va être finalement la disparition à un horizon de temps plus ou moins court, on va dire aller moyen terme de l'argent liquide. Ça fait longtemps qu'ils y travaillent, et à voir aussi tout ce qui est dans les tuyaux au niveau des banques centrales pour ces monnaies numériques, avec là, si un jour on a un euro numérique, vous vous doutez bien que l'argent liquide sera complètement voilà, effacé de la carte. Donc je me demande vraiment comment vont se passer ces prochaines années, comment va se passer cette transition. Mais en tout cas pour l'instant ça semble pas très bien engagé de part et d'autre, que ça soit pour nous dans mon côté régulation pour le Bitcoin, Ethereum et toutes les autres, mais aussi de comment ils vont appréhender le domaine pour les monnaies de banque centrale numérique. Je sais pas du tout comment ça va pouvoir être mis en place, si ce n'est qu'on va perdre encore beaucoup sur le côté vie privée et que ça permettra de renforcer fortement les contrôles qui seront permis du fait justement qu'on pourra quasiment tout tracer. Avec Goku, l'émetteur d'ETF Bitcoin Van Eck émet des prédictions quant au marché crypto en 2023, et donc ils font partie de ceux qui pensent qu'on aura un test des 10 à 12 000 $ au premier trimestre 2023. Donc globalement je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour se dire que la prochaine volatilité va nous donner normalement, si tout va bien, la possibilité de vérifier dans un premier temps si 15 500 était d'ores et déjà le point bas, ou si on va à 18 000, on a un rejet massif de nouveau et on repart à la cave, donc autour de 10, 12, 14 000. Et toujours selon ces prédictions, ça reste voilà, hautement hypothétique et chacun peut y aller de sa petite prédiction, vous vous en doutez bien. Dans la seconde moitié de 2023, le Bitcoin qui reviendrait aux alentours de 30 000 $ et le Brésil qui deviendra l'un des pays les plus favorables à la crypto-monnaie. Il y a d'autres points, bien évidemment, je vais pas tout lire, mais c'est vrai que d'un point de vue physionomie de marché, c'est ceux dont je vous parle depuis pas mal de temps. Peu importe que le point bas soit 10, 12, 14 000, je pense derrière qu'on aura l'énergie nécessaire pour faire un rallye haussier, un peu de façon type 2019, début 2019 jusqu'au printemps du moins, puisqu'ensuite ça s'était gâté sur 2019, ne l'oublions pas. On aurait quelque chose qui, 10, 12, nous amènerait à minima autour de 20, 25, pour les plus optimistes 30 000 effectivement, ce qui nous ferait entre 50 à plus 100% du côté du Bitcoin et probablement un peu plus du côté des alts. Donc je peux bien évidemment pas m'avancer sur ce genre de prédiction, puisque peut-être qu'on va aller à 10 000 et rester un an de plus, mais globalement c'est à peu près ce que je pense aussi qui peut se dérouler entre le premier trimestre révolu et ensuite la continuité de cette année 2023. La semaine prochaine nous aurons le CPI et je crois qu'on a passé le NFP si je dis pas de bêtises, ou alors c'est dans les prochains jours aussi, début de semaine prochaine. Je vous avouerai que j'ai pas suivi tout le marché US ces derniers jours. Un jugement qui vient d'être rendu aux États-Unis justement concernant les 4,2 milliards de dollars de fonds déposés par les clients chez Celsius, et ça a été rendu contre les clients malheureusement. En effet, la Cour a jugé que les dépositaires qui ont confié à leur bon vouloir leurs fonds et en donnant les pleins pouvoirs à la plateforme ne pouvaient pas désormais réclamer ce qu'ils appellent le ownership, les droits légaux par rapport à ces dépôts. Donc je sais pas ce que ça va donner ça derrière, mais ça laisse se poser pas mal de questions quant à la suite par rapport à FTX aussi aux États-Unis. Donc ça rappelle aussi, si toutefois il était évident de le rappeler ou obligatoire, que quand vous laissez vos crypto-monnaies malheureusement sur des plateformes, et encore plus quand c'est des plateformes qu'on appelle comme ça de lending, juste pour générer des intérêts ou quoi, que vous vous mettez dans une position qui est extrêmement inconfortable, où vous ne détenez plus vos fonds malheureusement. Iril qui posait une question qui est vachement intéressante, puisque est-ce que selon vous c'est nécessaire pour un investisseur crypto de connaître les fondamentaux structuraux de la blockchain, hash, clés publiques, nonces, etc. Donc c'est vrai que globalement il y a beaucoup de personnes qui à la fois ne viennent pas pour la tech mais ne s'y intéressent jamais derrière. Il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de personnes qui rentrent, qui sortent ou qui ne s'y intéressent qu'en surface, et globalement moi je suis plutôt dans le sens l'utilisateur final n'a pas forcément besoin de savoir et de comprendre comment ça fonctionne. Et je vais peut-être reprendre mon exemple foireux que j'avais pris une fois d'une voiture. Tous les jours la voiture, on met la clé dedans, on roule avec et on n'a pas besoin de savoir comment fonctionne un embrayage, comment fonctionne le moteur à explosion, etc. Donc c'est vrai qu'à ce jour, quand on en discute autour de nous, et pour avoir discuté, vous vous en doutez bien, de par ma position de média crypto avec un nombre incalculable de personnes, et notamment des personnes qui n'y connaissaient rien, en tant que passionné, on fait parfois un peu, et malgré nous, de l'évangélisation entre grands guillemets
pour en parler autour de nous et parce qu'on aime parler de notre passion et tout ça. Et souvent les gens, ce qui en ressort, c'est oui c'est opaque, oui c'est bizarre ton truc, c'est complètement abstrait, c'est pas de l'argent réel. Enfin voilà, vous voyez un peu tous les poncifs auxquels on a été habitué et qui sont pas des mauvais poncifs, c'est juste que les gens ne comprennent strictement rien, même sans rentrer dans la tech. Donc rajouter la couche de tech et obliger les gens à comprendre la blockchain, la technicité, la cryptographie et tout ce qui va bien, pour moi c'est un no-go total, c'est exit et voilà, c'est quelque chose qui est presque un non-sujet tellement on a besoin d'aller pour le grand public en tout cas, pas pour les passionnés de technologie, mais pour le grand public diamétralement opposé à ça et d'effacer justement toute la couche technologique pour que ça soit d'une simplicité qu'un gosse de 5 ou 6 ans pourrait utiliser. Coins.fr avec Silvergate, ça continue de chauffer de ce côté-là, qui a licencié 40% de ses employés. La banque américaine spécialisée dans la crypto qui faisait l'acquisition des actifs du Diem notamment et de métal en passé, suspend son projet de dollars tokenisés. On a Tesla qui a appliqué donc une demande de, on va dire, brevet pour des moteurs électriques pour les avions et les bateaux. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Personnellement, je ne regarde quasiment pas le prix de Tesla en ce moment, mis à part qu'on le voit tomber comme un couteau. Mais je veux dire, pour mon DCA, c'est quelque chose qui me plaît plutôt pas mal. Probablement, peut-être qu'on n'a toujours pas eu le point bas sur l'action de Tesla, mais au long terme, par rapport à ce qu'il peut se développer autour de ça, voilà, ça reste un ressenti qui est personnel. Comme d'habitude, je n'invite bien évidemment personne à suivre mes investissements perso et je ne suis toujours pas conseiller financier, je ne suis qu'un particulier qui partage au quotidien sa petite aventure et dans les crypto-monnaies depuis quelques années et petit à petit, j'ai essayé aussi de venir au marché traditionnel. Mais globalement, du fait que j'ai très peu de recul aussi sur les marchés tradis, probablement que je me planterai encore et encore avant de réussir. Donc voilà, comme d'habitude, j'essaie de pas me faire passer pour ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un expert des marchés autoproclamé ou quoi que ce soit. Je ne suis qu'une personne, un particulier parmi tant d'autres qui, au quotidien, parle un peu à la fois d'économie, de psychologie sur laquelle j'ai vu ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas, toujours me concernant sur les dernières années, pour essayer de vous donner quelques clés de votre côté si vous débutez, les clés que j'aurais aimé qu'on me donne à l'époque quand je me suis lancé sur les cryptos notamment. Et ensuite, voilà, on continue d'avancer et de regarder tout ça ensemble. On finira avec la blockchain Ethereum qui, depuis son passage en Proof of Stake, approche les 500 000 validateurs. Donc c'est probablement même peut-être déjà fait depuis la publication, avec 16 millions d'Ethers qui sont bloqués et une balance moyenne de 34 Ethers malgré tout. Alors ça aussi, il y a pas mal de gens qui diront oui, mais il y a beaucoup d'entités comme Lido, avec d'ailleurs le token LDO en ce moment qui nous pousse un petit 50% sur une semaine. C'était plutôt cool. Mais globalement, voilà, c'est vrai que derrière Lido, quand on décortique, il y a des centaines de milliers d'utilisateurs différents. Alors on peut se dire que oui, c'est pas bon d'avoir un Lido qui propose son service avec autant de TH et tout sous gestion, mais globalement à ce jour, pour quiconque a 32 Ethers, on peut aussi faire le taf à la maison. Donc c'est aussi un choix des différents acteurs qui parfois bloquent comme ça des dizaines ou des centaines de milliers d'Ethers directement chez Lido parce que tout simplement ça représente à ce jour pour eux peut-être l'entité qui permet de faire ça le plus simplement, le plus justement, avec un uptime complet et tout ce qui va bien. Donc probablement que dans les prochaines années, ça va continuer de se répartir et qu'on verra petit à petit d'autres structures évoluer, voire une décentralisation qui continuera de s'agrandir de ce côté-là. Mais je peux comprendre aussi les personnes qui parfois sont un peu plus dubitatives, notamment depuis ce passage en Proof of Stake. Et il y a aussi souvent le sujet autour de l'OFAC, les blocs qui reviennent par rapport à la compliance US. L'analyse technique, donc, elle n'a guère évolué puisque ça fait quasiment 2 mois qu'on est à plat sur le BTC et vous le voyez, on oscille autour des 17 000 $. On a la moyenne mobile 20 juste au-dessus, autour de 18 500. J'aimerais bien qu'on vienne la toucher, la tester, comme ici lors de cet échec d'octobre 2022, juste avant qu'on ait FTX. On a ensuite la moyenne mobile 200 qui est alignée autour de 24 300. Ça, pour moi, ça sera la target théorique en cas de rebond du BTC au cours du premier semestre 2023, avec potentiellement toujours cette petite touchette autour de 13 800. Ça m'apporte un certain cadrage quant à la suite par rapport à mon plan pour 2023.
2023. Le CAC 40 qu'on ne passe que trop peu souvent, le marché français qui continue sa poussée complètement folle. Quand on avait cassé ici la petite trend avec les 3 points, un retest quasi de la moyenne mobile 20 périodes et ensuite on vient casser même immédiatement les 6700 points pour continuer. Donc attention à ce qu'on n'ait pas un double top, voire une petite divergence qui commencerait à apparaître ici. Comme d'habitude, pour ceux qui avaient chopé le point bas ici sur support long terme, voilà, ça a été un point qui était relativement intéressant à payer pour le marché français. Et en tout cas, là, à l'approche de points qui pourraient s'avérer relativement durs pour le CAC 40, c'est peut-être aussi parfois le moment de commencer à regarder un peu pour s'alléger, ou du moins pas forcément le moment pour recharger. Tout dépend du dossier aussi. Après, derrière, il faut faire du cas par cas. Le SP500 qui a quand même clôturé vendredi à plus de 28, ça n'était pas rien puisqu'on travaille là aussi autour de la moyenne mobile 20 et qu'on ne s'est pas laissé complètement glisser ici. On a la liquidité qui a absorbé autour de 3775, on avait la moyenne mobile 200 à 3678, donc le marché qui continue de privilégier et de pricer surtout à court terme un soft landing en 2023. Le gold qui continue de pousser, c'est également le cas du silver mais qui a retracé ces dernières 48 heures après une très belle poussée. Est-ce que 2023 va être l'année du gold? En tout cas, je vois énormément d'analystes bourse tradi commencer à en parler. Le truc qui me dérange un peu, c'est qu'on a le RSI qui est déjà haut, donc je suppose qu'on va pas tarder là aussi à avoir un retracement du côté du gold. On n'a pas non plus une vélocité complètement monstre du côté des oscillateurs, donc je sais pas trop ce que ça peut donner, mais en tout cas, on a quelque chose qui est en train de se passer sur les métaux, et notamment le palladium aussi, qui a rebondi donc sur son support long terme autour de 1635 $ l'once, et on est à 1000 quasi 800 $ pour le palladium. Ethereum pour sa part juste sous le cluster des 1350. Pour moi, ce qui changerait la physionomie du marché crypto là à court terme, c'est un plus 100, plus 150 $ sur Ethereum, plus 1000 à 2000 $ sur Bitcoin, et là on commence à lancer un peu quelque chose, un mouvement qui peut-être ne sera pas du tout suivi derrière, et à ce moment-là on se retrouvera à 10, 12, 14 000 dans quelques semaines du côté de Bitcoin et autour de 800, peut-être 600 $ pour Ethereum, ou alors ça passe, on continue de pousser et on a un rallye au printemps 2023 de type 2019. Là je suis persuadé qu'on n'est plus très loin, on est à quelques jours maximum la semaine prochaine d'avoir la résolution. Au vu de la volatilité qui est au plus bas historiquement, je sais pas comment ça pourrait tenir tout le mois de janvier comme ça sans bouger le marché crypto. On a besoin de volatilité, elle va revenir. Les opérateurs sont de retour de vacances, il n'y a aucun souci de ce côté-là. L'argent est là et la plupart du temps sur le banc de touche encore en dollars. Donc vraiment, on va avoir de la volatilité, le Bitcoin est mûr à point, le Bitcoin est prêt et il pourrait venir dans un premier temps le kick-off du côté de Ethereum qui est vachement pas mal foutu et juste sous un point à une centaine de dollars près, extrêmement pertinent pour la seconde crypto et blockchain du marché. Le DXY qui s'est fait repousser complètement après la tentative autour de 106 points la semaine passée, on a du moins cette semaine puisqu'elle est toujours pas clôturée, mais pour la bourse tradi ça y est elle est clôturée, 104 points en fin de semaine, une bougie donc qui se fait complètement repoussé. On va voir là aussi comment on entamera la semaine prochaine. Comme je vous disais pour LTC en particulier, les 100 $ nous tendent les bras. C'est typiquement le genre de configuration sur les alts où on voit qu'on a déjà un bottom qui est fait. Je ne pense pas à ce jour qu'on ira sous les 45 $ pour LTC. Mis à part bien évidemment si un jour on a un BTC à 10 000, peut-être qu'on revisitera la zone des 50 du côté de LTC. Mais là en l'état, si on estime que Bitcoin n'ira pas à 10 000, pour moi le bottom de LTC a été fait en avance sur le reste du marché. Ça veut pas dire que derrière le truc il va nous pousser un truc extraordinaire, mais ne serait-ce que là à court terme 75 à 100 $ où nous attend le gros, le dur de cette énorme résistance long terme sur laquelle s'est alignée pile poil la moyenne mobile 200. Voilà, ça fait quelque chose qui est cadré et qui à mon sens est plutôt, en tout cas d'un point de vue chartiste pur comme ça, intéressant à exploiter. BTCD, la Bitcoin dominance qui n'arrive pas à passer donc autour du point médian des 42,30, on arrive toujours pas à récupérer les 44. Là aussi, je suis curieux de voir si jamais c'était la résolution haussière qui se faisait sur début 2023. Si la Bitcoin dominance chute à nouveau, ça veut dire que ça sera encore et toujours les alts qui gagnent du terrain malgré tout, de la force par rapport à Bitcoin. Alors rapidement, sans rentrer dans les détails parce que j'ai pas tout screené et ça mériterait le temps de screener justement le domaine en particulier, j'ai Mana, Decentraland et Sandbox qui ont rebondi en même temps d'une dizaine de %. Alors on voit à cette occasion qu'on a cherché du
du pétrole comme jamais. Sur ce domaine qui a connu une envolée lyrique assez folle au dernier cycle, on était à moins 96 du côté de Sandbox. On doit être dans ces eaux-là pour Mana Decentraland. À prendre en considération que Mana Decentraland existe depuis bien plus longtemps et avait connu le cycle de 2017 aussi. Je vois qu'il y a Engine également qui est en train de suivre derrière. Donc vraiment le domaine NFT gaming qui nous propose à court terme en tout cas son petit rebond. Et on avait également, même si je les ai plus ici dans le top des gagnants de cette semaine, toutes les minières du côté crypto. Donc on avait Marathon Digital, Riot, Hut Mining et quelques autres qui nous ont proposé quelque chose d'assez conséquent aussi par rapport donc au marché américain. On le voit aussi, on a Apple, Amazon qui nous pousse 3,68 et 3,56. Là aussi on a la liquidité qui commence à absorber pour Apple autour de 125 $, moyenne mobile 200 hebdo autour de 115, donc ça nous apporte un cadre aussi relativement pertinent, en tout cas pour ceux qui jouent le fait que le marché US ne s'effondrerait pas sur lui-même. Personnellement, voilà, je suis plutôt partisan d'avoir un biais systématiquement positif. Après, si un jour on a un crack à la 1929, forcément, ça prendra une toute autre dimension. Amazon, pour sa part, qui est venu chercher donc un petit support long terme autour de 80 $, mais qui reste là aussi pas mal dégradé. On a quand même un peu de volume qui a été exécuté, à voir comment ça pourrait se passer pour la suite. On terminera avec le CRO de Crypto.com, puisque apparemment depuis un peu la déroute de ces derniers jours autour de UOB, on a un support quand même au long terme ici qui est en train d'être défendu, au moins un minimum, puisqu'on n'a toujours pas de volume conséquent qui sont revenus sur cet actif, mais 0.055 au long terme pour le CRO de Crypto.com, pour ceux qui croient dans l'avenir de cette plateforme. Voilà, c'est un peu les points d'entrée qu'on avait eu ici sur le crack Covid de mars 2020 à l'époque, à 0.02 pour ceux qui avaient connu cette époque. Et ensuite, ça avait connu en plusieurs itérations le bull run tel qu'on l'a connu par la suite. Donc globalement, c'est comme d'habitude du risque-récompense, là sur lequel on est en train de discuter tout simplement. Est-ce que à ce jour, quand je risque 0.055 du côté ou 0.060 aujourd'hui du côté du CRO de Crypto.com, est-ce que je pense que la plateforme sera là dans 2-3 ans? Est-ce que je pense que cet actif sera plus haut? Voilà, c'est la seule question qu'il faille se poser. D'un point de vue technique pur, on a la moyenne mobile 20 juste au-dessus qui est alignée avec la résistance des 0.09 à 0.10 centimes. Donc ça nous fait, pour ceux qui ont payé autour de 0.055, quasiment 1x2 à venir chercher. Et ensuite, on verra plus tard quand on se sera rehissé au-dessus de ce cluster dur. Voilà, en tout cas, on a Crypto.com en tant que plateforme qui a traversé un baptême du feu qui a été relativement rugueux, notamment avec Sidzi et Binance qui ont mis de l'huile sur le feu au moment de FTX. Ça a l'air de se poser, la plateforme n'a toujours pas disparu. On ne sait pas, là aussi, si on ne peut pas avoir demain d'autres FTX-like, donc c'est un risque forcément de parier sur un token de plateforme, mais en tout cas aujourd'hui sur l'endroit sur lequel il se trouve, je pose ça là. Comme d'habitude, il n'y a aucun conseil en investissement ou quoi que ce soit, mais personnellement, vous vous doutez bien de ce que je suis en train de faire pour la petite recharge long terme, bien évidemment. On se quitte avec le BLX, donc qui nous offre là pour l'instant un aplat depuis quasiment 2 mois avec aucune volatilité. Je ne vois pas comment on pourrait tenir encore une semaine sans dégoupiller du côté de BTC et de Ethereum. Ça fait trop longtemps que ça a duré. On attend tous ce mouvement d'ampleur qui arrivera, peu importe que ça soit à la hausse ou à la baisse. Je pense que le marché crypto est mûr à point pour nous proposer, et on l'a vu avec le dollar qui continue de baisser, rattraper ne serait-ce que ce tout petit retard qu'il y a par rapport au marché crypto qui a été boudé tout ce temps. En tout cas, on va avoir, je pense, pas mal de mouvements sur ce mois de janvier, et c'est quelque chose qui, là aussi, pour les plus, on va dire, audacieux, pourra être exploité. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve lundi, et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao.